Amis frères Mézé, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous salue tous. Et c'est ma première intervention dans un colloque après les attentats de novembre. Je ne voudrais pas laisser passer cette occasion sans saluer... vous m'entendez? Sans saluer la mémoire des victimes innocentes des attentats commis en France l'an dernier. J'exprime ma solidarité inconditionnelle avec le peuple de France dans sa confrontation avec le terrorisme. Le fait de tuer des innocents ne peut trouver ni ici en France, ni partout ailleurs dans le monde, aucune justification de quelque nature qu'elle soit, morale, politique ou religieuse. En islam, notamment, il est proclamé sans aucune ambiguïté que assassiner un homme équivaut, aux yeux de Dieu, à assassiner l'humanité entière, et que sauver un homme équivaut, aux yeux de Dieu, à sauver l'humanité entière. Sourate Al-Maïda, sourate numéro 5. L'islam n'autorise pas plus qu'on tue des chrétiens, pas plus que le judaïsme n'autorise les massacres de Palestiniens, ni que le christianisme n'a autorisé hier, merci, l'Inquisition ou les Saint-Barthélemy, ni que la dictature religieuse la plus cruelle de l'époque contemporaine, je veux parler du régime des mollahs, n'exécute par dizaines de milliers les opposants en Iran. Quel soit le groupe, quel soit le fait de groupe politique, ou quel soit le fait des États, la pratique du terrorisme est à bannir sans aucune réserve et donc à combattre en tout lieu, en toutes circonstances. La condamnation, pourtant, n'a de sens que si elle est suivie d'action. Le respect de l'homme et de son intégrité. Et partant, la protection des personnes doivent être au cœur de toute action, autant à l'intérieur des nations que dans le fonctionnement des relations internationales. Mais pour combattre le phénomène du terrorisme, il faut d'abord ne pas se tromper de diagnostic. D'où vient le terrorisme? Quelle est sa genèse? Quelles sont ses causes endogènes et exogènes? Je me souviens très bien que le regretté Mohamed Boudiaf, président assassiné en 1992, était en train de parler à Annaba. Il y a un survivant ici dans la salle. Il parlait des interventions étrangères dans le phénomène du terrorisme en Algérie. Mais il a dit en fin de compte, en arabe, c'est-à-dire, en fin de compte, le mal, notre mal est en nous et notre bien est en nous. Donc il ne s'agit pas de se défausser tout simplement sur les autres pour expliquer nos turpitudes et nos insuffisances, mais il ne s'agit pas non plus d'ignorer cette dimension exogène du phénomène du terrorisme dans nos contrées. Par ailleurs, combattre le terrorisme veut dire l'empêcher d'abord de sévir. Il ne s'agit pas de punir en matière de terrorisme, il ne s'agit pas de punir. Il s'agit d'empêcher le passage à l'acte. Et cette réflexion me vient de ce que je constate par exemple en France. J'ai l'impression que quand on crie victoire après avoir arrêté des terroristes, en fait, le fait même d'avoir réussi à tuer des gens, c'est une victoire du terrorisme. Donc la réaction
il ne s'agit pas de punir les gens ou de les dissuader, puisque ceux qui exécutent de tels actes viennent pour mourir et entraîner avec eux le maximum de personnes. Donc protéger la population, c'est d'abord agir de telle manière que ces actes ne se reproduisent pas. Et là, on voit un certain nombre de malentendus. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour le cas de la France, par exemple, la lutte conduite par les pouvoirs publics contre le terrorisme, quel est son allié? C'est la population, son principal allié. Et à l'intérieur de la population, le premier des alliés, c'est la population française musulmane. Parce que c'est elle qui se sent, et à juste titre, la plus visée. N'oubliez pas que ce qui est arrivé, ce qu'ont vécu les Français ici l'an dernier, vous le savez bien, les Algériens l'ont vécu 1000 fois plus. Ça avait commencé il y a 25 ans, dans l'indifférence du monde occidental, et aussi d'une bonne partie des pays dits frères. Je veux le dire sans polémique, c'est une situation de fait. L'Algérie a été isolée diplomatiquement par les puissants de ce monde qui semblent n'avoir découvert ou avoir pris conscience du terrorisme que depuis qu'il a commencé à frapper chez eux. Le cancer, ça n'arrive qu'aux autres. En France, qui est un pays démocratique, le terrorisme ne peut faire des mauvais coups de temps en temps, mais il ne peut pas s'installer en permanence ou longtemps. Pourquoi? Parce que dans une société démocratique, on peut aimer ou ne pas aimer le gouvernement, mais on a cette culture que l'État est là pour assurer votre sécurité. Ce qui fait qu'en face d'une menace grave, qu'elle soit extérieure ou intérieure, les autorités publiques, les pouvoirs publics peuvent compter sur la coopération de la population entière. Or, la lutte contre tous les mouvements subversifs, contre le grand banditisme, elle repose sur le renseignement. Elle repose sur le renseignement et pas sur le renseignement fourni par quelques indicateurs, comme cela se passe dans les affaires courantes, mais là, le renseignement qui vient spontanément de la population face à tout ce qui peut menacer la société. Je l'ai dit tout à l'heure et je ne cesserai de le répéter parce qu'on a tendance à trop l'oublier. Que ce soit en Orient aujourd'hui ou en Algérie hier, ce terrorisme frappe à plus de 99% les musulmans. En Irak, seulement l'Irak, il tue en moyenne plus de 50 personnes par jour, en moyenne, par jour, depuis 2003, depuis l'intervention américaine en Irak. Je ne parle pas du terrorisme d'État, qui sévit en Iran. Et se promettre d'éradiquer le terrorisme, comme on le voit dans le monde occidental, par des frappes aériennes, c'est se tromper ou tromper les autres. Seules les populations de la région, sont à même d'enrayer un terrorisme dont l'essor et la prospérité sont liés à la rupture totale de la relation entre ces peuples et les despotismes dominants. Je veux dire par là que le terrorisme ou les initiateurs de ce phénomène se fondent toujours sur une situation de désespérance de la part de la population et une situation de désenchantement, pour ne pas dire plus, de la population vis-à-vis du pouvoir politique. Et
c'est cela, avec la dégradation de la situation économique et sociale, qui constitue le terreau sur lequel vient se greffer le terrorisme. Il faut aussi regarder de près, et ça on ne le fait pas assez, la responsabilité des États. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même. Il s'agit de regarder la responsabilité des États dans la genèse du phénomène terroriste. Ces mêmes États, par exemple, on le voit aujourd'hui, qui se trouvent alliés, une alliance bizarre entre les États-Unis, l'Iran, pour combattre Daesh, lequel Daesh est au départ une coproduction des États occidentaux et de la région. Le premier qui a semé le germe, c'est le régime iranien. La Qaïda n'existait pas du temps de Saddam Hussein. Je ne veux pas dire qu'il faille regretter le régime de Saddam Hussein, parce que c'est le régime de Saddam Hussein qui a permis aux États-Unis d'intervenir et de casser l'Irak. Et de mettre l'Irak, tout l'Irak, avec toute son histoire, entre les mains d'un État voisin, qui est un État dictatorial. Et je vous rappelle ce qu'avait dit le président Bush quand le terrorisme a explosé en Irak. Il a dit, finalement, le terrorisme, c'est comme s'il voulait cette situation. Nous préférons le combattre là-bas plutôt que de le combattre chez nous. L'invasion de 2003 a ouvert, vous savez que dans cette région-là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la stratégie sécuritaire installée par les États-Unis d'Amérique dans cette région-là reposait sur un certain nombre de piliers, lesquels, je cite, la suprématie militaire du sous-gendarme israélien, la stricte égalité entre le régime iranien et le régime irakien à l'époque, qui étaient considérés comme des régimes amis des États-Unis d'Amérique. Et il comptait sur l'auto-neutralisation, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient le dual containment, l'endiguement mutuel, pour protéger la péninsule arabique contre toute tentative hégémonique dans la région. Quelles sont les puissances hégémoniques traditionnelles, historiques là-bas? C'est les successeurs des Perses, c'est-à-dire les Iraniens, les successeurs des Babyloniens, c'est-à-dire les Irakiens. Et tant que ces États étaient en quelque sorte considérés comme amis des États-Unis, on a fabriqué cette auto-neutralisation par le haut, en les armant également des deux côtés. Mais à partir de 1980, quand il y a eu la révolution iranienne, quand le Shah est tombé, il y a un des régimes qui est devenu hostile. Donc il ne s'agissait pas de continuer à l'aider à s'armer. D'où la guerre Irak-Iran. Donc Kissinger, à l'époque, avait dit qu'il fallait qu'il en sorte de vaincu. Donc la guerre de 2003, elle a détruit quelque chose de fondamental dans la structure sécuritaire des États-Unis. Non seulement elle a rompu ce strict équilibre que les Américains ont toujours voulu entre l'Iran et l'Irak, mais elle a mis entre les mains d'un régime dictatorial, l'Iran, tout l'Irak. Et donc, cette invasion, elle a aussitôt permis la promotion de Daesh, qui était sous-produit de Al-Qaïda. Al-Qaïda, qui l'a amené là-bas? C'est l'Iran. Et l'Iran a amené Al-Qaïda en Irak pour chasser les Américains, pour aider à chasser les Américains. Mais ça arrive toujours. On crée des monstres et puis après, on ne peut plus les contrôler. Et c'est à partir de là que s'est engagé le processus de Daesh. Et les Américains, étrange déclinaison, au fin de chasser les Américains, on voit se répéter l'histoire. C'est une déclinaison de l'ancienne relation qu'il y a eu entre les talibans et l'administration US. Et Ben Laden était considéré à l'époque comme étant
l'ami des Américains, puisqu'il était l'ennemi des Soviétiques, et au nom du principe de l'ennemi de mon ennemi et mon ami, Ben Laden et les talibans ont commencé à être soutenus par les États-Unis d'Amérique. Ce n'est qu'après que Ben Laden ait organisé les 2 attentats meurtriers au Kenya et en Arabie Saoudite que les Américains ont commencé à reviser leur jugement, y compris sur l'islamisme en Algérie. Jusqu'en 1994, jusqu'à ces attentats-là, la position officielle même et déclarée du président Clinton, c'était pourquoi nous faire des ennemis avec des gens qui vont peut-être prendre le pouvoir de là, et nos meilleurs alliés sont des islamistes, ils pensaient à l'Arabie Saoudite. Donc, ce n'est qu'après avoir constaté, disons, le caractère erroné de ce paradigme de l'ennemi, de mon ennemi et ton ami, que les Américains ont commencé à revoir leur position sur l'islamisme. Donc, pour revenir à l'option militaire que j'ai dit tout à l'heure, ne saurait au mieux aller plus loin que ne peut aller la légitime défense. Évidemment, quand un attentat est commis contre des citoyens, la moindre des choses, c'est de réagir. Mais ça, c'est la réaction de légitime défense. Ce n'est pas la solution du problème. Quand il s'agit donc de traiter non les symptômes du mal, c'est les symptômes du mal, mais ces causes profondes, seuls les peuples peuvent y parvenir durablement. Et j'ai en tête une déclaration faite par le chef suprême des armées en Algérie, que Dieu ait son âme, Mohamed Lamari, qui en 2003 a déclaré « Nous avons vaincu le terrorisme sur le plan militaire, mais il a ajouté, l'intégrisme demeure. » C'est-à-dire, l'armée a fait son boulot, mais le politique n'a pas fait le sien. Ça veut dire simplement, nous avons traité les symptômes du mal, mais pas les causes du mal. Alors, en l'occurrence, pour ce qui concerne l'Irak, et c'est là que sévit, et je mets en garde des gens qui, enfin, les théories qui tendent à présenter le problème comme une affaire de chiites contre sunnites. C'est absolument trompeur et c'est faux. Ce n'est pas une affaire de chiites. Daesh est censé être sunnite, mais il tue plus de sunnites que de chiites. Le régime iranien est chiite, mais il tue beaucoup plus de chiites que de sunnites. Et on ne connaît pas la région si on perd de vue que dans cette région-là, un Iranien se sent d'abord perse, avant toute chose. Deuxièmement, il se sent musulman, ou éventuellement chrétien ou juif. Et ce n'est après qu'il se sent chiite. De la même manière, si vous prenez un Irakien, chiite, il se sent d'abord irakien, il est arabe, il se sent arabe. Après cela, il se sent musulman ou chrétien, parce qu'il y en a eu, et ce n'est qu'après cela qu'il se sent chiite. Donc, cette manière de présenter les choses, de transformer un problème politique, un problème un argument religieux, est faite pour tromper les gens. Alors, quand nous abordons la problématique de nos rapports avec l'Occident, je le disais tout à l'heure en rapprenant la déclaration de feu Mohamed Boudiaf, il ne s'agit pas de se défausser sur les étrangers, mais il faut bien voir les choses en face. Dans nos contrées, il me semble bien que les populations sont prises en otage dans une espèce de triangle totalitaire. Au sommet, il y a un totalitarisme local, il y a le totalitarisme qui utilise l'islam à des fins de prise de pouvoir, et il y a le totalitarisme impérial qui veut imposer sa puissance à travers le monde.
Ce qui fait que nous sommes, disons, nous subissons la double peine. Nous payons nos propres turpitudes, nos propres faiblesses, ce qui est normal, cela va de soi. Mais nous payons en plus les erreurs que font les Occidentaux dans leur propre évaluation de leurs intérêts chez nous. Car il y a une asymétrie aveuglante qui frappe nos relations. Les Occidentaux, quand ils nous approchent en tant que porteurs d'intérêts nationaux. Ils sont porteurs plus ou moins bien conçus, mais ils sont porteurs d'intérêts nationaux. Quand, je ne sais pas, Hollande vient au Maroc ou en Algérie, il vient pas en tant que président du Parti socialiste, il est président des Français et il vient porteur d'intérêts nationaux. Mais tandis que nous, en général, dans notre sphère à nous, nous ne nous présentons pas aux Occidentaux comme porteurs d'intérêts nationaux, mais en tant que pouvoir. Alors il y a une sorte d'asymétrie qui joue nécessairement contre nous. Et c'est là qu'il faut regarder de près. Je sais que je pose un problème qui pourrait ressembler à l'utopie, mais si on veut résoudre le problème du terrorisme, il faut que chacun de son côté revoie complètement sa vision des choses. Et voit la manière, car le rôle des pouvoirs, c'est d'abord de servir des populations. Est-ce que les relations internationales se développent sur la base d'une juste considération des populations? L'avenir nous montrera, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est ma conviction, que tant que les Occidentaux préféreront s'allier au régime despotique, ce sera toujours au grand profit du terrorisme et au détriment des aspirations des populations chez nous comme chez vous. Il se trouve que dans la société française, le fond du panier est occupé par des musulmans et des noirs. Peu nombreux sont les jeunes qui sont étreints par la discrimination, qui succombent à l'extrémisme ou baissent définitivement les bras. Mais, sans emploi ni logement, mais avec l'espoir qu'un jour viendra, son tour, un jeune est capable d'endurer et de patienter des années s'il le faut. En revanche, celui qui se sent ignoré par la société, celui qui se voit un avenir totalement bouché, qui est sûr que son tour ne viendra pas, celui-là peut devenir fou de haine envers la société. Et il faut être fou pour faire ce que font ces terroristes à des innocentes victimes, et n'oubliez jamais ce qu'ils ont fait en Algérie pendant 7 ans. En tout cas, le peuple algérien ne l'a pas oublié. Je vois, en fonction de toutes ces considérations, le climat qui est né en Europe et qui, qu'on le veuille ou non, tend à stigmatiser une partie de la population, uniquement en considération de sa religion. Et un climat qui n'est pas porteur d'espoir pour une lutte efficace contre le terrorisme. Je dis, je le répète, nous sommes en France. Il y a des Français de toutes origines, de toutes. Il est clair que ce sont les musulmans, parce qu'ils voient, eux, ce qui se passe ailleurs. Ils voient que ce sont eux qui sont les plus visés, en tant que musulmans, pas le terrorisme. Il est clair que de ce seul fait, ils constituent l'allié principal du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme. Encore faudrait-il qu'on les regarde de cette manière-là, qu'on n'essaye pas, même de manière indirecte, de les culpabiliser. Pourquoi, par exemple, demande-t-on aux musulmans en France de se... Alors je vais conclure. Pourquoi? Bien sûr, tous les Français doivent se mobiliser, doivent manifester contre le terrorisme et le dénoncer.
Mais pourquoi ne demande-t-on qu'aux musulmans, aux Français musulmans, de se prononcer en tant que musulmans? Ça me rappelle ce qui vient de se passer à Londres. Hein? Jamais dans les élections londoniennes, on a parlé de la religion du candidat. Et écoutez toutes les radios, c'est la première fois qu'en occidental, il y a un candidat musulman qui devient maire de Londres. Alors, bon, je suis un homme discipliné, j'arrête là, même ce qui est à revenir dessus s'il y a un dialogue avec la salle.